galoubet tambourin, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une petite flûte de la famille des flûtes à bec, avec 3 trous, 2 trous dessous, un trou dessous, 2 trous dessus, et on arrive à faire avec 3 trous une octave et demie, c'est-à-dire 12 notes. Voilà. Et donc cette petite flûte, donc ce galoubet, se joue d'une seule main, et avec l'autre main, on accompagne avec le tambourin. Donc le tambourin, c'est un tambour assez grand, assez gros, qu'on trouve d'ailleurs qu'en Provence, puisque la flûte à 3 trous accompagnée d'une percussion, on la retrouve dans d'autres régions de France et même dans d'autres pays, mais sous une autre forme, c'est-à-dire que le galoubet sera un petit peu plus grand et le tambourin un petit peu plus petit, par exemple. Tandis qu'en Provence, la spécificité de la Provence, c'est que le tambourin est beaucoup plus grand et le galoubet plus petit. Voilà. Et pour frapper le tambourin, on a une massette, qu'on appelle. Donc, on passe le tambourin sur le bras gauche, on tient le galoubet du bras gauche aussi, de la gauche, et avec la main droite, on tape sur le tambourin. Alors, sur le tambourin, cette sonorité qui vibre, c'est un peu la spécificité aussi du tambourin provençal, c'est la petite ficelle qui traverse la peau de dessus et qu'on appelle la chanterelle. Et souvent, ce timbre-là, on le retrouve sur les tambours dessous. Et en Provence, sur le tambourin provençal, on le trouve dessus. C'est ce qui donne cette sonorité qui vibre. Voilà. Donc on retrouve le système de la flûte à 3 trous accompagné d'une percussion. On le retrouve dans toute l'Europe au Moyen-Âge et à la Renaissance. C'était très très répandu. Et ensuite, 17e, 18e siècle, il est devenu l'instrument traditionnel provençal. Peu à peu, il s'est fixé en Provence. Voilà. Et d'autres instruments à 3 trous aussi accompagnés d'une percussion qu'on retrouve aussi au Pays Basque, en Angleterre, en Espagne. Voilà. Au XXe siècle, on a des pratiques qui commencent par suivre un peu des chemins séparés. Donc, une pratique des tambourinaires, je dirais de tradition un peu de père en fils, ou de maître à élève, qui illustre des répertoires assez techniques, assez virtuoses. Beaucoup de répertoires utilisent par exemple des polkas de concert, à l'image de tout ce qui pouvait se faire au cornet à piston, à la flûte traversière. Parallèlement à ça, la pratique des groupes folkloriques se développe. Les ensembles qui sont les sociétés de gymnastique, qui deviennent ensuite des sociétés de farandole, qui deviennent ensuite des groupes folkloriques petit à petit, chose près, fait qu'on va illustrer beaucoup un autre type de répertoire. Et les deux pratiques vont perdurer en parallèle tout au long du XXe siècle. À partir des années 50-60, il y a tout un mouvement qui se met en place et qui s'amplifie depuis, visant à régénérer la pratique, redonner un dynamisme, régénérer dans le sens de redonner un dynamisme. Et redonner un dynamisme, ça va passer par un enseignement, ça va passer par la diffusion de partitions, ça va passer par des recherches, stages, journées d'études, mise en place quelques années après d'un examen également tambourinaire, un examen qui permet de valider des niveaux et donc en validant les niveaux de permettre une progression, permettre un échelonnage de l'apprentissage. Alors aujourd'hui on a fait des galoubets en canne, c'est pas la matière la plus utilisée. Justement pour réussir ces instruments un peu difficiles, souvent on utilise le bois, ça permet d'avoir des perces régulières, de travailler avec un tour et de pouvoir alaiser à l'intérieur et avoir une perce régulière à chaque extrémité du galoubet. Et donc de pouvoir travailler là-dessus et pouvoir reproduire aussi le même instrument. Alors qu'avec la canne, c'est un matériau naturel, elle donne le diamètre et la longueur que la plante veut bien donner. Donc chaque bout de canne est différent et il faut beaucoup travailler et rectifier chaque partie de l'instrument pour réussir à obtenir une flûte qui fonctionne bien. Voilà. Donc ce que vous avez vu ce matin, enfin hier et aujourd'hui, c'était principalement préparer le tuyau.
le nettoyer, prendre des mesures dessus, commencer à voir où ça va se situer. Ouvrir une fenêtre, donc c'est l'endroit, la fenêtre c'est l'endroit où se fait l'échange d'air justement entre le canal et le biseau. Et puis principalement on a travaillé après-midi et ce matin sur le placement d'un petit bloc de bois qu'on vient mettre au milieu qui va guider l'air sur le biseau. Voilà, ça c'est une étape assez importante, travailler la voûte à l'intérieur pour vraiment arriver à guider l'air dans le bon angle. Et ensuite, là, voilà, en ce moment, ils sont en train de prendre les mesures pour placer les trous. Voilà. Maintenant que tout le monde arrive à obtenir tous les paliers de son avec le bec qu'il a réalisé. On essaye tous ensemble de le faire ce son-là à 3, 2, 3. Ok, bon, c'est bien. Vous appréciez là on a tous la même note, c'est consonant. Comment ça se fait? En fait, ça se fait que. On n'a pas la même longueur, on n'a pas le même diamètre. Si. Déjà, c'est pas logique. Il y a une astuce en fait. Je vais vous expliquer le secret, il est là en fait. C'est que la longueur, là vous n'avez pas la même longueur. Et non. Mais en fait, il y a une incidence, c'est le nœud déjà qui va créer une perturbation dans la colonne d'air. Et ça se calcule réellement de fin de fenêtre à fin de fenêtre. En fait, si on remarque ça, il y a ça de distance, c'est une chose. Mais le début du son, il est exactement au début de votre fenêtre là. Donc, vous voyez, on n'est pas très loin. Ici. La démarche d'utiliser des flûtés en roseau est très intéressante et ça donne une sonorité qui est riche. Maintenant, avec un timbre chaud. Maintenant, il y a juste deux petits bémols qui sont que d'abord, au niveau de la facture de l'instrument, le roseau manque de précision et donc on va avoir une belle couleur de son mais sur un ambitus assez limité et on aura du mal à aller vraiment plus dans le détail technique de l'instrument. Et le deuxième bémol, c'est que historiquement, il n'y a rien qui atteste la pratique d'instruments en roseau. Je vais regarder quelque chose de plus. Après, ils se sentent ici, puisque là. Voilà, il faut voir après ça. Ça fait des années que je fais ça. Et là, on met la lime. Il faut que le coupement soit tranchant. Alors, on ajuste, ouais. Ouais.
Alors voilà ça. Et après je file avec autour papier vert qui est entouré sur un cylindre. Et voilà. J'espère qu'il est bien gravé. Voilà. Ma génération, on a travaillé pour que les gens essayent d'arriver à jouer bien. Voilà. Donc après tout le reste dépend de cette. La fédération folklorique s'est aperçue que ça allait pas et ils ont commencé à lancer des actions. À partir de ces actions, il y en a eu de plus en plus. Et une grande étape, c'était le fait qu'on ait commencé à enseigner en conservatoire. Donc ça a commencé à Aix en 1973 ou 1974. Ne pas tomber dans le rythme différent, ça va transformer en triolet. Tu le fais sur. C'est pour la précision. Tu le fais. Tap, tap, ta, 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 ta. La classe d'Aix a été créée en 1974 à la demande du directeur Pierre Villette. Et c'est Maurice Guis qui en a assuré l'enseignement jusqu'en 2004. Et en 2004, Sébastien Morelli et moi-même avons pris la suite du travail sur cette classe. Nous te demandons, Seigneur, maintenant, de bénir nos instruments et ceux qui en jouent, afin qu'ils accompagnent de leur harmonie nos louanges, notre prière et toute notre vie, et que nos cœurs te chantent dans l'Esprit Saint, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. C'était en janvier, c'était juste avant les hivers. Il y a eu une semaine de secours. Là, avec les nouveaux jeunes qui jouent, etc., bon, ma génération a commencé, puis maintenant il y en a plein qui composent des choses. Alors ça va c'est souvent plutôt folk, mais parfois franchement classique aussi. Donc on a de tout. Il y a un peu de tout, comme toujours. C'est un instrument qui s'est toujours adapté à ce qui se faisait. C'est toujours adapté. Il a suffi les modes. Donc ça n'a rien d'extraordinaire de se rapprocher de ce qui se fait un peu plus présentement. Le timbre particulier de Galoubet et le fait qu'il soit relativement aigu font qu'il passe par-dessus, qu'il se situe dans les timbres au-dessus des autres instruments, et donc son timbre à la fois enrichit le spectre
sonore, mais en même temps, il n'écrase pas le son d'un instrument où lui-même n'est pas très puissant comme instrument et pourtant on l'entend. Là-bas, ils vous entendez? Il faut qu'il y ait un retour, hein. Vous faites attention, là, quand il y a ces petits démarrages, je vous fais signe hein, pour démarrer. Vous ne démarrez pas sans faire signe. Votre pas, une fois, j'ai oublié. Bon, on refait le début? Non, ça. Ouais. La 80. D'accord, allez, on y va. Qui souhaitent intégrer le galoubet tambourin dans leur vision propre, dans leur esthétique propre et dans des démarches de composition très variées. À titre personnel, ça va être une démarche soit de musique contemporaine, dans le sens recherche sur le son, recherche dans l'écriture, s'inscrivant dans certaines démarches qui ont pu être mises en place dans la composition au XXe siècle, soit un travail allant vers les musiques du monde, à travers un ensemble qui s'appelle Archemia. J'essaie d'illustrer les deux aspects à travers un ensemble qui s'appelle Archemia. Voilà, essayer d'avoir des pièces qui font vivre l'histoire actuelle du galoubet, qui font que l'on avance toujours et que l'on ne reste pas figé sur une certaine tradition. En fait, on va espérer que les autres nous rejoignent. On fait comme ça avec Mayana. Ils vont arriver. Allez, on va aller retrouver le premier morceau, et puis on va aller tout doucement, on va découvrir ensemble, je rappelle, 7 groupes vont se succéder sur cette scène, et vous allez pouvoir découvrir et oser penser à quelle richesse vous allez soulever au galoubet, et donc tambourin, per cominciare, nous rendre les bases de poètes. Thank you.